Human Rights Watch, organisation non gouvernementale qui se dit défenseur des droits de l'homme, a décidé de s'acharner une fois de plus sur le Burkina Faso, notamment à travers un rapport qui revient sur l'attaque de Barsalogo qui a eu lieu le 24 août 2024. Durant cette attaque, le rapport accuse les forces armées burkinabées d'avoir forcé les populations à rester sur place, notamment dans le cadre du creusage d'une tranchée dans la ville, ce qui les aurait mis en danger et permis que l'attaque cause plusieurs morts. Des accusations que bien sûr le gouvernement burkinabé botte en touche en rappelant le caractère de protection qu'arborent aujourd'hui les forces armées burkinabées sur le territoire national. Nous mentionnerons aussi l'impossibilité pour Human Rights Watch de produire des rapports comme cela dans le cadre de la guerre, par exemple à Gaza ou encore au Liban, mais aussi sur le territoire iranien, une guerre qui est imputée totalement à Israël, accusée de génocide par plusieurs États dans le monde. Pourquoi Human Rights Watch ne s'intéresse-t-elle pas à cette actualité aussi, à cette guerre, à ces différents génocides sur le territoire du Moyen et du Proche-Orient? Eh bien, on en parle avec notre invité qui n'est nul autre que Dr Delvaris Ngudjou dans le cadre de ce programme. Ravi de vous recevoir une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Ravi, Madame Begoudé, et merci pour l'invitation. Je vous en prie. On démarre les échanges juste après cette transition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous nous regardez comme à l'accoutumée sur nos différentes plateformes internet, For You Media Africa. Nous recevez à travers vos petits écrans sur For You Télévision et nous écoutez sur la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine. Dr Delvaris Ngudjou, vous êtes avec nous dans ce studio, habitué d'ailleurs de ce studio de For You Radio. Nous parlons ensemble de l'actualité concernant le Burkina Faso, mettant en exergue un nouveau rapport de Human Rights Watch, taxé de rapport à charge par certains observateurs de la scène panafricaniste, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger, au Cameroun. On estime que c'est le rapport de trop. Celui-ci a été publié le 29 octobre 2024. Première lecture concernant ce nouveau rapport de Human Rights Watch, Dr Delvaris Ngudjou. En réalité, pour avoir une première lecture, c'est très important de nous rappeler la maxime qui dit que la main qui donne, c'est elle qui commande, c'est elle qui guide, c'est elle qui dirige. Pour le cas d'espèce, que ce soit Human Rights Watch et bien d'autres ONG, soit internationales, que ce soit Transparency International et bien d'autres, généralement, il faut voir de qui ces organismes ou ces organisations reçoivent des financements. Dans la plupart des cas, vous voyez que les financements viennent des gouvernements occidentaux, surtout et surtout généralement du State Department, le département d'État américain, qui généralement dirige les grandes lignes de ce que ces personnes vont dire ou ne pas dire. Or, quand vous regardez d'où viennent les financements de ces organismes, vous pouvez facilement comprendre la direction que prennent généralement leurs enquêtes ou leurs différentes actions. Pour le cas d'espèce, Human Rights Watch accuse, comme d'habitude, car ce n'est pas la première fois, le gouvernement burkinabé d'un certain nombre de choses, et à la lumière de ce qui s'est déjà passé dans le passé, excusez la tautologie, on ne peut pas être surpris de ce qu'ils disent aujourd'hui. Car les accusations qui sont aujourd'hui proférées contre le gouvernement de Ouagadougou ne sont pas très différentes des accusations qui ont déjà été proférées à plusieurs reprises contre les autorités du gouvernement de Bamako. Et très curieusement, on a comme impression que rien ne s'est jamais passé à Abidjan depuis un certain nombre d'années. N'oublions pas qu'il y a de cela à peine quelques semaines, la Cour pénale internationale a envisagé de fermer son bureau à Abidjan. Alors qu'en principe, l'enquête liée à la crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui n'est pas close, puisqu'en réalité, si ce n'est pas Barbo qui est ordonné des tueries, si ce n'est pas Blegoudé, ça veut dire que ces personnes sont en Côte d'Ivoire. Mais quand on ferme déjà des bureaux, ça veut dire que... Et curieusement, remarquez bien qu'après l'annonce, ni Human Rights Watch, ni aucune autre ONG sérieuse, entre guillemets, de par le monde entier, n'a soulevé le bouclier. Donc, pour me dire, dans ce premier jet, qu'on ne peut pas être surpris
en fait, les personnes qui financent ces organismes-là donnent les directives à suivre, et généralement ces directives vont contre les régimes ou les gouvernements qui ne défendent pas les intérêts de ces puissances-là. Eh bien, cette fois-ci, Human Rights Watch ne s'est pas seulement contenté de dire que les forces armées burkinabées avaient ouvert le feu sur la population ou encore avaient violé complètement les droits de l'homme ou encore les droits de ces populations, mais est allé jusqu'à déclarer que les forces armées de ce pays avaient forcé le peuple de Barça Logo à creuser une tranchée de défense autour de la ville, ce qui les aurait donc mis en danger au moment de l'attaque. Le but, finalement, est-il de démontrer que les forces armées des pays de l'AES, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas que les pays de l'AES, le Cameroun a déjà aussi été victime de ces rapports de Human Rights Watch, le Tchad pareil, démontrer ici que les armées nationales des différents pays africains ne travaillent pas pour le peuple africain? Vous savez, quel que soit le document scientifique que vous commettez, un des éléments fondamentaux, c'est la méthodologie. Et dans le cas d'espèce, on interroge la méthodologie d'enquête de Human Rights Watch. Parce qu'on l'a dit, parlons seulement des massacres avant d'arriver sur le travail forcé. Okay. On l'a dit, mais quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Ils disent qu'ils ont utilisé, ils ont fait un comptage par des images satellitaires. En réalité, c'est extrêmement problématique. Par des images satellitaires, vous ne pouvez pas voir des chiffres précis. On ne peut pas avoir des éléments précis. On ne peut pas seulement s'arrêter là-dessus. Et maintenant, dans le cas d'espèce, si vous arrêtez à des témoignages flous ou à des images satellitaires, vous faites comment pour savoir que le travail est forcé? Vous allez dire que si je viens dans cette maison, j'arrive à For You, vous, Manuel, me dit, okay, s'il te plaît, prends la paix, aide-moi à creuser un peu là, ma voiture est calée. Vous faites comment avec un satellite pour savoir qu'on m'a forcé à le faire, que je ne l'ai pas fait volontairement? Vous pouvez pas. Si vous n'êtes pas ce qu'on appelle sur les CD, un témoin oculaire ou auditif, c'est-à-dire vous avez entendu, vous avez vu directement, ou du moins vous avez un témoin direct qui a entendu ou vu, ça va être extrêmement difficile d'établir que c'est un travail forcé. Pour le travail forcé, que ce soit en Afrique, n'oublions pas qu'en réalité, le seul peuple, ou alors le peuple qui a été le plus victime des travaux forcés, c'était sur le continent africain. Parce que généralement, quand on parle des rails ou des routes qui avaient été faits sur le... C'est une petite parenthèse, hein, pour établir, parler entre les deux. Les rails, par exemple, qui sont faits, les chemins de fer, pardon, qui sont faits dans beaucoup de pays africains, les routes qui sont faites, en réalité, on dit que le colon a bâti cela et que ce sont les œuvres de la colonisation. En réalité, ce sont les œuvres de nos parents qui étaient obtenues par le travail forcé. Pourquoi le colon, généralement, avait besoin de transporter les matières premières de l'Interland vers les ports ou vers les sorties. Ils étaient contraints de faire les routes ou de faire les chemins de fer. Et généralement, même ici au Cameroun, c'était avec les travaux forcés. Je fais une petite digression. Vous connaissez la signification de baganté. D'abord, en patois, baganté, ça dit nous, on a refusé le travail forcé. On a refusé le travail forcé. Et parce que c'est une tribu à l'Ouest Cameroun où des gens s'opposaient littéralement aux Blancs, disaient on ne fait pas ça puisque nous sommes des nobles. Pour dire quoi? Que dans le travail forcé, en Afrique, généralement, des gens travaillent jusqu'à mourir. Des gens travaillent sans salaire. Des gens travaillent avec des fouets derrière eux, avec des maîtres qui les obligeaient à travailler. Est-ce que dans le cas que dont nous sommes en train de parler au Burkina Faso, Human Rights Watch est capable d'apporter des preuves à ces allégations, c'est-à-dire des jeunes étaient en train de travailler avec des personnes qui les fouettaient, qui les obligeaient? Est-ce que les gens travaillent à mort? Est-ce que les gens travaillent sans salaire? Human Rights Watch n'a pas d'image, mais dit avoir des témoignages. Mais tout le monde peut faire des témoignages. Et des témoignages écrits, ils ne sont pas forcément audio. Oui, tout le monde peut écrire. Oui. Tout le monde peut écrire. Vous savez, on en a vu partout. Prenons un exemple qui a participé, là c'est même au-delà. Hein. Je veux dire, actuellement c'est écrit, tout le monde peut écrire. Mais au-delà, rappelez-vous, un des éléments qui participent à la guerre du Golfe. Vous savez, des accusations avaient été faites contre les hommes de Saddam Hussein. Que les militaires étaient arrivés dans des hôpitaux koweïtiens et les militaires irakiens, bien sûr, et que les militaires irakiens partaient débrancher les couveuses avec des nouveaux-nés à l'intérieur et ouvrir le contenu, exposer les enfants, soit verser le conduit, c'est-à-dire poser le bébé au sol, pour justifier la cruauté de Saddam Hussein.
Et s'il vous plaît, quand on leur a demandé, mais est-ce que vous avez une preuve concrète? Les Américains ont dit oui, nous avons un témoignage. Et ils avaient un témoignage entre guillemets. On a fait venir une petite fille. Elle est arrivée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a témoigné devant un micro, devant une caméra, disant qu'effectivement, elle était à l'hôpital, elle était malade, ses parents étaient morts, et les soldats de Saddam Hussein sont venus, ils ont cassé les couveuses, ils ont débranché pour que les nourrissons meurent. C'est le témoignage qui a déclenché l'émotion à travers les 4 coins de la planète et qui a justifié la guerre du Golfe 1. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix punir Saddam Hussein parce que Saddam Hussein était en train d'envahir le Koweït. Saddam Hussein était quelqu'un de cruel qui a envoyé ses hommes casser les couveuses dans des hôpitaux, etc. etc. L'élément a été étudié. Nous sommes ici au niveau d'un témoignage oculaire et auditif, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit qu'elle a vu et qu'elle entend. En plus, c'est un enfant, sur les enfants, c'est que les enfants ne mentent pas, en principe. En principe, effectivement. Juste qu'après, quand la guerre a continué, au cœur de la guerre, les enquêtes démontrent qu'en réalité, la petite fille qui était en train de s'exprimer, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. C'est-à-dire, elle vivait à New York, son père n'est jamais mort, elle n'a jamais été sur le théâtre des opérations, mais elle avait été instrumentalisée pour atteindre un objectif. Donc, c'est pour revenir, quand vous dites même que Human Rights Watch a un témoignage écrit. Vous dites que c'est les gars qui partent jusqu'au témoignage fabriqué, oraux, auditif. Le dernier cas en date, c'est tout récemment les massacres qu'on a voulu importer aux forces armées de la Fédération de Russie au début de l'opération militaire spéciale. On a dit qu'à Boutcha, il y avait un massacre, il y avait un génocide. Les soldats russes avaient massacré des gens et curieusement, il y avait des corps. C'est après qu'ils savaient qu'en réalité, quand les Russes sont arrivés dans la ville, il n'y avait pas cela. Quand ils quittaient la ville, il n'y a pas cela. Les soldats ukrainiens ont pris des gens qu'ils avaient eux-mêmes tués, certains prisonniers qu'ils avaient eux-mêmes tués, certains éléments de leur rang qui voulaient déserter, qu'ils avaient tués. Ils avaient exposé, ils avaient filmé eux-mêmes. Pour dire qu'au-delà même du témoignage écrit qui peut être faux, ce même camp est allé jusqu'à fabriquer les témoignages avec des preuves qui peuvent s'avérer. Je n'ai pas besoin de revenir sur la guerre en Syrie, il y a quelques années, où on a pris des acteurs. Parfois même c'était malade, à qui on a fait inhaler le gaz sarin pour accuser les forces de Bachar al-Assad d'en être responsables. Ce qui aurait participé à tout le programme des armes chimiques de Bachar al-Assad, de l'armée syrienne. Je veux dire, si les gens sont capables de prendre une fillette, de l'instrumentaliser pour accuser un gouvernement et justifier une attaque militaire, si les gens sont capables d'aller retirer les corps dans les morgues, de verser à Boutcha comme dans l'est de la Russie et de justifier dans l'est de l'Ukraine et de justifier pour utiliser cela pour faire des pressions sur la Russie, si les gens sont capables d'utiliser le vrai gaz sarin, d'intoxiquer un peuple innocent juste pour avoir des images, pour accuser le gouvernement de la République arabe syrienne pour atteindre ses objectifs. Combien de fois écrit 2 phrases? Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Donc c'est pour dire que très sincèrement, je n'ai pas le foi dans ce qu'ils disent qu'ils ont des témoignages écrits. Donc en réalité, vous êtes en difficulté, vous êtes traumatisé. Mais quand vous avez la force de prendre le stylo pour parler, vous de passe. Enfin, justement, selon eux, c'est que les témoins n'ont pas voulu s'exprimer directement, alors ils ont récupéré ces témoignages et ils ont fait passer dans leur rapport, bien sûr, écrit, afin que nul n'en ignore la situation qui se vit à Barça-Logo. Et vous me permettez justement de rappeler que l'ONG n'est pas sa première tentative en ce qui concerne les rapports accablants contre les forces armées sur le territoire africain. Alors, en janvier 2024, déjà, Human Rights Watch estimait que le Burkina Faso était l'épicentre du conflit de violence dans le Sahel et ne faisait pourtant pas la une des différents médias, ne faisait pas les gros titres, que ce soit à l'international ou en Afrique. Alors, l'ONG décide de se donner pour mission de salir l'image, bon ça c'est peut-être avec les propos africains, mais de donner des preuves que le Burkina Faso est réellement l'épicentre du conflit de violence dans le Sahel et ainsi mène des enquêtes sur le territoire. Par contre,
personne ne voit jamais ces membres de Human Rights Watch, et eux-mêmes affirment travailler en étroite collaboration avec les médias comme Radio France Internationale et autres, des médias occidentaux en tout cas, et se baser sur des articles qui sont écrits par ces différents médias. Pour revenir à là où j'allais, Dr Ngudju, en janvier 2024, Human Rights Watch décide d'interpeller la communauté dite internationale sur la situation dans le Sahel et invite les partenaires internationaux à se saisir de la situation dans le Sahel. Alors voilà le véritable objectif dévoilé finalement de Human Rights Watch dans ses agissements sur le territoire sahélien en Afrique. Ça nous rappelle, vous savez, au début de l'émission, je voulais parler de la méthodologie. Ça se fait partout. Ça nous rappelle une méthodologie qui est extrêmement implémentée. Vous avez probablement entendu parler de l'OSDH dans la crise syrienne, Organisation syrienne de défense des droits de l'homme, qui est en réalité aujourd'hui, selon toutes les exactions entre guillemets, tous les meurtres, tout ce qui a été fait par entre guillemets le gouvernement syrien contre son propre peuple en Syrie, c'est l'OSDH qui donne ces chiffres-là, qui fait ces rapports. Vous savez où se trouve le responsable de l'OSDH? Il vit à Londres. C'est un Syrien qui est expatrié en Angleterre depuis. C'est un vendeur de tissus. C'est-à-dire il vend ses tissus dans sa boutique. Mais quand même le soir, il fait un rapport pour dire qu'il y a tel. On lui dit, mais tu fais comment pour avoir ces rapports? Il dit que non, il y a les gens dans les villages qui l'appellent. Mais c'est pas sérieux. Je dis, pour aller, pour dire que vous ne pouvez pas être... Il n'y a aucune vérification. Exact. Okay. Lui-même n'est pas sur le terrain. Lui-même, ça fait des années, il n'a même pied à série. En réalité, il fait son petit commerce à Londres, vendeur de tissus de l'Orient. Oui. Mais curieusement, comme il veut justifier les fonds qu'il reçoit probablement les gouvernements occidentaux, il est content d'inventer les rapports qui vont dans le sens des occidentaux. Donc, vous vous dites que quand l'organisme se dit que, on vous dit, mais vous travaillez comment sans être sur le terrain? Ils ne peuvent pas le dire. Il dit qu'il s'appuie sur des journalistes. Ok, les journalistes, où sont les témoignages? Puisque même dans les témoignages, quand vous dites déjà que non, vous avez plutôt les témoignages indirects. Rien que le fait du caractère indirect du témoignage peut édulcorer le témoignage. Ça, c'est dingue. Pire, même si vous voulez anonymer, ça se fait partout. On peut prendre des témoignages anonymes, même devant caméra, on peut cacher, on peut d'abord transformer la voix, on peut cacher la figure, etc. Mais à partir de ce moment-là, on peut aussi douter, car on peut prendre n'importe quel conducteur de moto, foutre son visage et dire ce qu'il y a à dire. Justement, c'est pour dire, en fait, les gars, ils ne font même plus l'effort d'essayer du fait du faux. C'est-à-dire c'est tellement basique. On peut vous attribuer, dans un témoin, on peut vous attribuer n'importe quel témoignage. On dit, ok, c'est Madame Bégoudé qui a dit ceci. Elle n'est même pas au courant, hein. Puisqu'on a fabriqué une histoire. Parfois, on invente même des noms des gens qui sont déjà décédés, etc. etc. Mais comme vous l'avez bien ici dit, Human Rights Watch n'est pas content parce que l'organisme estime qu'il n'y a pas suffisamment de phare ou alors de lumière négative sur le Burkina Faso. Je n'ai pas besoin de revenir sur les derniers rapports sur la situation économique du Burkina Faso, en ce qui concerne seulement la réserve d'or du Burkina Faso, qui était pratiquement à zéro au début de l'arrivée du gouvernement en place, mais qui aujourd'hui a plusieurs tonnes, je crois autour de 12 ou 13 tonnes, ce qui n'existait pas. Etc. J'ai pas besoin. Je suis convaincu que on est en train d'attaquer le Burkina aujourd'hui. Ça ne va pas tarder demain sur le cas du Niger. Vous savez ce que le Niger a fait en ce qui concerne l'exportation de l'uranium, etc. Quand vous voyez un industriel ou alors un opérateur économique important, comme Bolloré par exemple, sans publicité, achète des organes de presse, vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pas pour chercher de l'argent, mais c'est pour défendre leurs intérêts. Et quand quelqu'un ou quand un organisme comme Human Rights Watch tout à l'heure dit travaille avec des journalistes comme Radio France Internationale, que ce soit Radio France Internationale, que ce soit France 24 sans publicité, ce sont des organismes qui travaillent directement sur le contrôle duquel on sait pas. Ça fait partie de ce qu'ils appellent le service extérieur de l'audiovisuel français. Ils reçoivent des financements du ministère français des Affaires étrangères. Donc, si un pays comme le Burkina a arrêté des agents de la DGSE française qui se laissaient passer pour des informaticiens, dont je crois, si je me trompe, certains sont toujours en prison aujourd'hui. Regarde. S'il y a de cela à peine, je crois, entre 2 ou 3 jours, les autorités du Niger ont arrêté certains agents qui étaient en train d'entrer dans le pays, se faisaient passer pour autre chose, et tous les agents de la DGSE française.
Ce n'est que logique que Human Rights Watch puisse agir de cette manière. Mais maintenant, il faut faire par personne interposée. Vous savez, la France est tellement mal vue que, vous savez, à plusieurs reprises, d'abord, le média a été bloqué dans le pays, etc. Ce qui fait que ce qu'ils disent, en réalité, n'a aucune crédibilité. Et maintenant, étant donné que les puissances se partagent les intérêts, se défendent, se tirent les uns les autres, ce ne serait pas de trop de voir comment travailler plutôt avec un organisme de l'autre côté. Et dans le cas d'espèce, on a vu dans le passé. Rappelez-vous par exemple que dans la guerre du Biafra, c'était une question du pétrole. En réalité, la Fédération nigériane, c'est une ancienne colonie britannique. Mais l'organisme qu'on utilisait pour faire passer les armes, c'était qui? Médecins sans frontières de Kouchner. Les armes passaient une bonne partie par le Gabon avec Omar Bongo. Parce qu'en réalité, les Nigériens, en principe, ne pouvaient pas soupçonner, à l'époque, du moins dans les années 70, qu'une ONG qui est plus ou moins liée à la France puisse rentrer dans ce type de choses. Comme aujourd'hui, en principe, on peut se dire que oui, un ONG qui, en réalité, officiellement, n'est pas lié à la France, ne peut pas être soupçonné de partialité dans ce type d'enquête. Donc, pour moi, je pense pas que cela coule pratiquement au nez que cette enquête est diligentée. Et quand on essaie même d'enlever juste un tout petit peu la poussière, quand les gars travaillent avec des journalistes occidentaux, en l'occurrence français, on ne peut pas être surpris de voir ce qu'ils sont en train de faire. Merci Delvaris Ngoudjou pour cette lecture. Alors, lorsqu'on a fini de parler de cela, il y a quand même une toute petite, peut-être très grosse interrogation, c'est ces différents rapports de Human Rights Watch, qu'est-ce qu'ils font perdre aux États africains? Les États du Sahel, par exemple, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad ou d'autres encore qui sont la plupart du temps visés par ces rapports concernant les violations des droits de l'homme. Je vous parlais tout à l'heure de cette déclaration d'une des responsables de Human Rights Watch qui estimait que le Burkina Faso, étant l'épicentre du conflit, devrait être à la une des gros titres, justement. C'est dans le but de ternir l'image. Qu'est-ce que ces mauvais rapports font perdre aux pays africains sur le plan économique? Pardon. Premièrement, il faut savoir que pratiquement tous les États dans le monde entier sont notés. Il y a des spécialistes de par le monde entier qui vous donnent un certain poids sur les marchés financiers internationaux, que ce soit Standard & Poor's et tout le reste. Et quand on estime que dans votre pays, il y a de l'insécurité, il y a de la guerre, vous violez les droits de l'homme, etc., 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 cela participe à ternir votre image. Mais bien au-delà, ce qu'en fait, les économies, puisque nous sommes dans un système économique, en réalité de l'économie de marché, nos États sont appelés à acheter de la dette sur le marché international. Mais quand vous avez une note qui est extrêmement entachée, vous avez des difficultés à vous financer sur le marché international. En d'autres termes, on vous vend très peu d'argent sur une période très courte, mais à un taux extrêmement élevé. Puisque quand vous êtes dans un pays ou quand vous êtes un gouvernement où on estime qu'il y a une certaine forme d'insécurité parce que vous faites travailler des enfants, parce que je sais pas quoi, c'est l'épicentre du terrorisme, très peu de barreaux de fonds internationaux peuvent facilement vous faire confiance. Ou du moins pour ceux qui vous font confiance, vous dites en fait je peux vous faire confiance sur le court terme. Je ne peux pas te prêter mon argent sur 5 ans, sur 10 ans. Parce qu'en réalité, chez toi, il y a des menaces. Et quand quelqu'un vous prête son argent sur du court terme, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux avec. Or, les nations comme le Burkina et d'autres nations sur le continent africain ont besoin des investissements stratégiques. Or, pour faire des investissements stratégiques, c'est les crédits qui sont sur le long terme. En d'autres termes, le fait que vous ayez une mauvaise notation sur le marché international ne vous facilite pas déjà le financement de votre économie. Maintenant, vous peut-être vous poser la question de savoir, mais est-ce que les bailleurs de fonds sont contents d'écouter? Oui, certains bailleurs de fonds n'ont pas cette conscience-là. Certains bailleurs de fonds croient ce que Human Rights Watch et tout le reste disent comme parole d'évangile. Ça veut dire, ils se disent qu'effectivement, si les gars l'ont dit, c'est que c'est du sérieux. Et quand je parle de bailleurs de fonds, je parle de système financier international dont une bonne partie est contrôlée par qui? Par les Occidentaux, que ce soit le Fonds monétaire. C'est comment ça se passe, hein? Ça vous fait une réunion au ministère, on dit, le Fonds monétaire dit que non, il y a tel rapport de tel ONG qui dit que, il y a tel rapport de tel qui dit que vraiment tu as demandé 200 milliards, on ne peut pas le faire parce que les gens estiment chez nous que si on n'est pas très sûr que tu pourras rembourser parce qu'il y a une certaine instabilité.
Si tu veux l'instabilité, il faut laisser. Et si tu veux la stabilité, il faut, etc. Donc, il y a un impact d'abord négatif pour pouvoir acheter de l'argent sur le marché international. Mais maintenant, à côté de cela, il y a ce que cela a un impact direct sur ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, les IDE, puisque c'est extrêmement... Dans la zone du Sahel, par exemple, qui est très riche, vous savez, géographiquement, géologiquement, il établit qu'une bonne partie du désert, c'est un océan. Oui. Ça veut dire que c'est extrêmement riche. Vous savez, la plus grande, je crois, ce serait une des causes des grandes guerres dans le futur, c'est de l'eau potable, de l'eau douce. Or, la plus grande réserve, l'une des plus grandes réserves d'eau au monde se trouve dans le désert, sous le désert du Sahara, en dehors de la Fédération de Russie, sous les glaçons. Mais maintenant, quel que soit le gisement que vous avez, même aujourd'hui, il y a très peu d'Africains, même de Burkinabés. Si on leur dit, va investir dans telle zone, très peu iront. Parce que dans l'imagerie populaire, il y a de l'insécurité. Vous ne venez pas tous les jours, vous n'allez pas quelque part investir. Quand on vous dit, il y a un bon gisement d'or, mais qui a Boko Haram qui surgit de nulle part. De plusieurs, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'était au Niger où on a dû enlever les investisseurs. C'était les Turcs, si je ne me trompe pas, qui ont été arrêtés, je veux dire, enlevés par un groupe terroriste qui sort de nulle part. Pourquoi? Parce que les Turcs, pour certains, ils n'écoutent pas ce que beaucoup de médias et d'ONG occidentaux disent. On continue à investir. C'est une manière de leur attirer l'attention. Je veux dire, en fait, ternir l'image de ces pays, en dehors du fait qu'on emprunte difficilement, on se finance difficilement sur les marchés internationaux, c'est que ça a un impact important sur les IDE, les investissements directs étrangers, parce que très peu de pays te sentent attractifs. Si les gens se disent que non, si j'investis, les hommes armés peuvent débarquer dans mes bureaux du jour au lendemain, etc., cela dissuade les investissements. Et même à l'intérieur du pays, au Burkina, comme au Cameroun, comme partout, même les opérateurs économiques nationaux qui sont établis. Quand vous avez, je prends l'exemple du Cameroun, nous avons une crise armée qui perdure depuis un certain nombre d'années au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Vous avez pu remarquer que ici, là, les sièges de For You Media se trouvent dans Douala 5e, Boulam-Sadi. Il y a beaucoup d'écoles qui étaient dans les zones anglophones. Quand on dit une école, ça veut dire qu'il y a des emplois, il y a des enseignants, il y a des dortoirs et tout le reste, de personnel qui travaille. Mais puisque des hommes armés débarquaient dans les écoles, mettaient du feu tout le temps, beaucoup d'écoles ont décidé vraiment de ne plus investir en zone anglophone, mais surtout certains ont délocalisé parce qu'elles se sentent en insécurité là-bas. Le plus grand employeur au Cameroun, après l'État du Cameroun, c'est la Cameroon Development Corporation, la CDC, qui emploie des milliers et des milliers de personnes, mais dont une bonne partie des plantations se trouve par exemple au Sud-Ouest. Mais à plusieurs reprises, des hommes armés sont rentrés dans les plantations, ont tué les travailleurs, ce qui a diminué l'activité économique. Beaucoup de travailleurs ne peuvent plus aller au travail, parce qu'on ne va pas pour le travail pour perdre sa vie, on va au travail pour prendre soin de son épouse, de ses enfants, de sa famille. Ils ne partent plus au travail. Mais puisqu'ils ne partent plus au travail, les productions de la CDC ont beaucoup baissé. Mais surtout, d'autres investisseurs, je me rappelle, je travaillais un truc avec la GIZ, la coopération du monde, très peu peuvent accepter d'aller investir là-bas. Parce que vous ne pouvez pas investir dans une zone où votre propre vie est en danger. Vous ne pouvez pas. En d'autres termes, si nous revenons au parallèle par rapport au Burkina Faso, c'est que les gens ne peuvent pas venir investir, même s'ils sont des nationaux. Il y a des gens, une entreprise qui fait par exemple dans la vente des terrains, quand vous voulez parler des terrains en nord, sud, ils refusent. Vous ne pouvez pas aller acheter un lopin de terre dans un endroit où vous pouvez aller là-bas, comme on dit, vous prenez une balle perdue du jour au lendemain. Alors que vous êtes national camerounais. Et ça, on se comprend. Donc, pour dire que même au Burkina Faso, même pour les propres Burkinabés, quand ils entendent ce type d'informations, pour certains, ça leur fait perdre la confiance en leur pays. Et ça encourage à quitter leur pays. Et quand une personne quitte un pays, je parle d'un opérateur économique, quitte avec la ressource, qui peut être physique, donc la force de travail, l'expérience de travail, l'expérience d'entreprise, mais quand il quitte en tant qu'opérateur économique, il contribue au chômage parce qu'il ferme son entreprise, les gens qui travaillent vont partir au chômage, mais au-delà, il y a un impact négatif sur le plan fiscal parce que puisqu'il travaillait, puisque l'entreprise travaillait, l'entreprise payait des impôts. Mais surtout, quand quelqu'un va à l'étranger, il va avec les ressources pour vivre. Et pour cela, il est content de prendre le peu d'économie qu'il avait sur lui pour aller vivre avec à l'étranger. Donc l'impact est extrêmement négatif sur la nation. Ces gars ne le font pas, ce n'est pas des simples rapports faits juste pour embêter comme ça. Il y a des objectifs qui sont bien tracés. Une nation qui a un malaise, une population qui a un malaise, qui ne peut pas travailler,
etc., etc., peuvent facilement se soulever contre le gouvernement. Merci, docteur Delvaris Ngudjou, pour cette lecture. Et bien, on va terminer sur cette thématique concernant le rapport de Human Rights Watch en parlant de cette incapacité ou encore de ce silence sur les crimes au Proche et au Moyen-Orient. Human Rights Watch est-elle particulièrement empêchée pour attribuer cette expertise dans la zone du Moyen et du Proche-Orient, par exemple, apporter des preuves à l'Afrique du Sud qui en a vivement besoin dans son dossier solide à présenter à la Cour pénale internationale? Ou alors cette ONG est réservée aux pays africains? Bonne question. Bonne question. Quand vous regardez au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza, les preuves sont partout. C'est la première fois, ou l'une des très rares fois, dans l'histoire de la planète Terre, qu'un secrétaire général des Nations Unies a déclaré persona non grata dans un pays. C'est une des très rares fois. Quand un belligérant dans un conflit tire sur les bases d'une mission internationale des Nations Unies, puisque les troupes de Tsahal ont tiré par exemple sur la FINUL au Liban. Pour les massacres à Gaza, n'en parlons pas. Je crois que hier, le Parlement israélien a voté un texte de loi qui déclare, qui interdit les activités de l'UNRWA. Mais c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que on interdit les activités d'une branche des Nations Unies sur le territoire palestinien. Justement, Human Rights Watch n'a rien vu. Rien que hier, c'était... Oui, c'était à Gaza. Ils ont tiré des missiles, 100 morts. 100 morts, parmi lesquels 24 enfants. Mais des enfants qui ne demandent qu'à vivre. Des enfants qui ne savent même pas de quoi il est question. Human Rights Watch n'a rien vu. Nous ne parlons que de cela. Et il faut bien comprendre. Des tirs sur les hôpitaux. Exact. Et c'est important de comprendre que les bilans, comme M. spécialiste le disait l'autre jour, vous savez, les bilans sont donnés par le ministère, ils appellent ça par le ministère palestinien de la Santé. Mais en réalité, il dit que les bilans, les chiffres doivent être multipliés au moins par 3. Parce qu'en fait, ça, ce sont des corps qui sont identifiables. Mais il y a plein de corps qui sont sous les décombres, qui sont sous les immeubles. Il y a des corps que l'on ne trouve pas. En d'autres termes, les chiffres avancés, quand on parle de la bande de Gaza, autour de 45 000 morts, il faut multiplier le chiffre par 3 au moins. Ce n'est pas très loin de 100 000 morts. Parce qu'il y en a plein, étant donné qu'à Gaza, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel pour pouvoir soulever les décombres, pour enlever les victimes qui sont en dessous. Il y en a qui agonisent même sous les décombres. Et n'ayant pas tout cela, on ne peut compter que les corps que l'on a retrouvés. Maintenant, vous posez la question, est-ce que Human Rights Watch ne voit rien? Bonne question. Merci Delvaris Ngudjou, voilà qui ouvre le débat sur cette actualité. Human Rights Watch peut-être se délocalisera du Sahel, du territoire africain, pour mener des enquêtes de ce côté afin d'apporter des preuves de génocide tant clamé aujourd'hui par l'Afrique du Sud, déjà soutenu par plusieurs autres pays dans le monde. Docteur Delvaris Ngudjou, à part l'actualité concernant Human Rights Watch et son rapport accablant, rapport à charge contre le gouvernement burkinabé et l'armée nationale, nous parlions de cette accusation d'abus sexuels contre Karim Khan à la Cour pénale internationale. Celui-ci déclarait déjà après l'annonce faite justement par les médias, un média occidental, un média américain: la Cour pénale et moi-même sont la source d'attaques de toutes sortes depuis un certain moment, car le moment est délicat. Docteur Delvaris Ngudjou, lorsqu'on parle du moment délicat, de quoi est-ce qu'on parle réellement avant de revenir dans ces accusations d'abus sexuels? Car il semble que la situation soit en train de tourner à la faveur finalement de Karim Khan et de la Cour pénale internationale, lorsqu'il déclare que la CPI et lui-même sont victimes d'attaques depuis un certain moment, car la période est délicate. On a bien envie de savoir de quoi est-ce qu'il est question. Je pense, à mon humble avis, Madame Begoudé, qu'il s'agirait de la requête. La requête de l'Afrique du Sud? Non, pas de la requête de l'Afrique du Sud. La requête est mise par Karim Khan en tant que procureur. D'accord. Pour que la Cour pénale internationale émette des mandats contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et Gary Gantz et d'autres responsables du Hamas,
qui, pour certains, selon les accusations, sont responsables des actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors, vous savez, depuis un certain nombre de temps, la Cour est soumise à des pressions. Il y a au moins un juge qui est en train de dire qu'il est malade, qu'il devrait démissionner, je crois, d'ici quelques jours, pour des raisons personnelles. Mais ça revient toujours d'un certain nombre de pressions qui sont contre ces personnalités-là, parce que c'était impensable qu'une personnalité comme Benjamin Netanyahou puisse être sous le mandat de la CPI. N'oublions pas que la dernière fois, quand Benjamin Netanyahou partait à Washington, il a eu des difficultés énormes, parce qu'il y a des pays européens qui ont dit que son avion ne pouvait pas, je crois que ça devait être peut-être la Roumanie, si je ne me trompe pas, ne pouvait pas survoler le territoire. Et il y a des pays où il y avait l'obligation de s'arrêter pour faire le plein de carburant. Des pays qui ont dit que s'il s'arrêtait dans là, on devait le faire arrêter. C'était impensable il y a quelques temps. Mais maintenant, je crois que dans un contexte comme celui-ci, il y a des pressions qui sont en train de être faites sur M. Khan pour qu'il puisse retirer sa requête. Uniquement ça. Alors aujourd'hui, il est question de soupçonner le camp israélien de ces différentes menaces, d'instrumentaliser cette situation. Est-ce que ce n'est pas un peu facile à chaque fois qu'il y a une accusation d'abus sexuels ou encore d'abus sexuels ou encore de ce genre-là, de botter en touche rapidement et de dire qu'il s'agit de cabale contre la personnalité et tout ce qui va avec? Mais non, c'est pourquoi c'est extrêmement important qu'on soit prudent. Parce que dans tous les cas, il y a une affaire. Et maintenant, il faut questionner le fond de la chose. Pourquoi? Parce que M. Khan est accusé qu'une de ses collaboratrices avocates aurait parlé à une tierce personne, là ça devient intéressant, aurait parlé à au moins 2 tierces personnes, qu'il aurait essayé de lui faire des attouchements à plusieurs reprises contre sa volonté. Et certains témoignages parlent aussi de Karim Khan qui aurait menacé la victime présumée c'est-à-dire qu'il aurait menacé et lui aurait demandé de se taire par rapport à cette affaire devant témoins. D'ailleurs, il y a des témoins qui se sont exprimés sur la question en rappelant les faits, disant que c'était des appels téléphoniques menaçants envers la victime présumée pour lui demander de faire taire l'affaire. Dans le cas contraire, elle sera réprimée peut-être. Voilà. Ou alors elle passera à tabac. Ok, bon, allons pas à pas. Premièrement, il y a une accusation de tentative d'attouchement sexuel. Ce n'est même pas l'attouchement, c'est tentative d'attouchement sexuel contre la volonté de la victime. Deuxièmement, la victime ne s'est pas plainte. Elle aurait juste parlé de la chose à des tierces personnes. Des tierces personnes qui sont anonymes. Mais c'est trop curieux ça, c'est trop d'échelle ça. Je ne fais pas l'avocat du diable, je ne fais pas l'avocat de M. Khan. Non, loin s'en faut. Mais c'est trop curieux qu'elle aurait parlé à 2 personnes à elle, et ce sont ces personnes-là qui sont allées déposer une plainte sous anonyme. Mais c'est curieux. Que dans le cas, puisque en fait, c'est pas la première fois. C'est que dans le cas d'espèce, Khan n'est pas contacté. Deuxièmement, la victime n'a pas déposé plainte. C'est une tierce personne. C'est des tierces personnes qui auraient écouté la victime parler de cela qui pas déposé plainte. Mais c'est trop curieux. Et même là, M. Khan dit, ok, nous avons un organe ici là qui a la responsabilité de diligenter des enquêtes à l'intérieur de la CPI quand il y a ce type de situation, et quand on demande à l'organisme de faire justement l'enquête, et on est en train d'attendre le résultat de l'enquête. Donc c'est pas pour dédouaner M. Khan, mais je dis juste, on a comme impression que les choses sont tirées par les cheveux, parce que on dit que M. Khan aurait appeler la personne. Vraiment, c'est une erreur monumentale. S'il appelle la personne, on peut avoir la traçabilité. C'est-à-dire, si vous avez passé un coup de fil, soit c'est l'enregistrement, soit même c'est un SMS, c'est pas quoi, on peut quand même avoir cela. Donc moi je dis, et vous savez, ce qui est curieux dans la situation, c'est que la plupart des gens autour sont anonymes. Ça veut dire, c'est comme on dit, c'est pas quoi, le bout ou la tête de l'iceberg. Ça veut dire que les gens, on vous accuse, vous savez pas qui vous accuse, qui a déposé la plainte. Non, mais la personne qui a déposé la plainte n'est pas la victime. La victime dit que non, je n'ai rien déposé. En vertu de quoi on va l'appeler? Peut-être qu'on l'a vraiment appelé, mais que les preuves sortent. Surtout qu'il y a quand même une enquête qui a été demandée par Khan lui-même, par M. Khan lui-même. Moi, je pense que ce serait plus sage pour nous d'attendre les résultats de l'enquête. Mais toujours est-il que
rien n'étant pour rien, dans un contexte comme celui-ci, où il y a un mandat, et vous savez, que ce soit Khan et bien d'autres collaborateurs au niveau de la CPI font l'objet de beaucoup de pression, de beaucoup de menaces même. Vous savez, à plusieurs reprises, ça a été clair, un peu comme à l'époque de Bensouda, toujours en relation avec le Moyen-Orient, Israël et l'Afghanistan. Il était question que s'il faisait ce type de choses, il y avait des possibilités d'avoir des pressions sérieuses. Et pour cela, il y en a. Les Américains, comme Israël, ont pouvoir, mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas directement accuser Israël dans ce cas, puisque effectivement il y a une affaire, effectivement une enquête. Attendons les résultats de l'enquête avant de pouvoir nous exprimer. Sinon, ce serait comme si on peut pas faire le procès, on peut pas lire la lettre dans l'enveloppe comme on le dit, puisque, n'oublions pas, Israël a beaucoup de choses à reprocher à M. Khan, mais en réalité, Khan aussi a émis un mandat contre le colonel Vladimir Poutine. Et au niveau de Vladimir Poutine, c'est pire, puisqu'il a fait un mandat. Alors que contre Netanyahou et Gantz, c'est une requête pour un mandat. En réalité, rien n'est effectif. Pour l'instant. Exact. Donc, juste pour dire que moi, je pense que on ne peut pas être l'avocat de Khan, on ne peut pas accuser Israël. Il n'y a pas un élément qui incrimine Israël jusqu'à présent. Et même si là, ce n'est pas Israël qui a envoyé Khan a essayé de toucher la fille, c'était établi. C'est ça, quand vous avez des hautes fonctions, c'est cela. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que vous faites peut être utilisé contre vous ou pour votre bien. Maintenant, vous devez être responsable de cela. Donc, ne reprochez pas à votre adversaire d'utiliser ça contre vous. Mais c'est vous reprochez à vous-même d'avoir commis ce type d'erreur. Donc, à mon avis, accuser Israël dans un contexte actuel, ce sera exagéré. N'accusons pas. Il n'y a aucune preuve qui incrimine Israël dans cette affaire. Maintenant, Dr Dalvarez Ngudju, on pourrait aussi se dire qu'il n'y a pas qu'Israël. La Cour pénale internationale et Karim Khan peuvent avoir plusieurs détracteurs et ennemis sous-jacents à cause justement de plusieurs dossiers qui soit ont très bien abouti, soit qui n'ont jamais abouti. On peut parler de la situation aujourd'hui que nous avons évoquée de manière furtive tout à l'heure en Côte d'Ivoire par exemple, avec les enquêtes qui sont censées être ouvertes sur la crise post-électorale 2010-2011. D'ailleurs, le parti de Laurent Gbagbo exige encore aujourd'hui la fin, la conclusion de ces différentes enquêtes pour pouvoir vivre un processus électoral en 2025 qui serait clair et juste pour les victimes, par exemple. On parle aussi de plusieurs autres enquêtes qui auraient été ouvertes concernant des militaires français et étrangers qui ont perdu la vie sur le territoire ivoirien. Il y a bien d'autres enquêtes aussi qui sont ouvertes par la Cour pénale internationale, des dossiers qui pourraient être un peu comme des boîtes de Pandore. Est-ce que Karim Khan a raison lorsqu'il dit que la Cour pénale internationale et lui sont victimes d'attaques en ce moment précis qui est un moment délicat? Moi je dirais que c'est trop facile de le faire. Vous savez, en mathématiques. C'est une fuite en avant, vous trouvez? Oui, oui. Pourquoi est-ce que je le dis? En mathématiques financières, ce qu'on appelle les coefficients de corrélation. Il faut établir le coefficient de corrélation. C'est le lien de corrélation qui existe, l'interdépendance qui existe entre deux variables mathématiques. En d'autres termes, il n'y a pas forcément de lien interdépendant entre Karim Khan et les événements qui soulèvent. Élément 1. Quand la CPI est incriminée, ou quand il y a une enquête sur l'affaire de la Côte d'Ivoire, Karim Khan n'est pas procureur. Donc, il ne peut pas se sentir mauvais à ce niveau-là. Je veux dire, on ne peut vraiment pas lui reprocher quelque chose object. Effectivement, c'était Fatou Bensouda, etc., etc. Même les différents reproches, même par rapport aux soldats français, c'était pas Karim Khan, c'était Fatou Bensouda. Et maintenant, c'est très important, dans les affaires de meurtre, c'est très important d'établir la différence entre l'organe et la personne. Ou alors entre la personne morale et la personne physique. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qu'on appelle en matière judiciaire les circonstances aggravantes. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'être un exemple dans un domaine, mais quand c'est vous qui êtes coupable de cela, puisque monsieur Khan étant procureur, quand même, il est censé représenter tout ce qu'il y a d'éthique, de morale, pas au plan national, mais au plan international. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont censées être blancs comme neige. Mais si c'est établi que vous avez la responsabilité et que vous avez effectivement commis cette erreur-là, ça va être comme un proverbe qu'on dit chez nous à Paganté. Parce que quand le couscous te chauffe, tu mets la main dans le cuir, alors que le cuir ne t'a rien fait, c'est le couscous qui t'a fait. Pour dire que vous pouvez parler à toucher, je ne dis pas qu'il a fait, vous pouvez faire des attouchements sur une femme,
Et s'il y a des éléments qui vous incriminent, vous allez dire que c'est parce que vous êtes à la CPI. Est-ce que vous avez à toucher au pas tu as fait ou tu n'as pas fait? C'est ça la question. Et si l'enquête aboutit à cela, on établit les responsabilités. Si l'enquête n'aboutit pas à cela, on saura quoi dire. Mais pour le cas d'espèce, on ne peut pas... Ah, puisque lui dit par exemple que dans ses sorties, ou en fait ses avocats disent que rien n'est vrai dans tout ce qu'on a dit. Ok, on ne sait pas si c'est vrai. De l'autre côté, les gars disent que tu as passé un coup de fil pour faire la pression. Il n'y a pas de souci. Si on a passé un coup de fil pour faire la pression, c'est un élément qui va incriminer Khan. Oui. Mais s'il n'a rien fait, je crois que là, moi j'ose croire que l'organisme va être objectif. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas dire que je ne peux pas justifier, oui, entre guillemets, ce que Khan aurait fait parce qu'il y a des enquêtes ou alors parce que la CPI est incriminée. Avant, quand la CPI était toujours incriminée, parce qu'en réalité, la CPI n'est pas objective. Sinon, comment vous pouvez dire que, avec tout ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, que ce soit Vladimir Poutine qui soit incriminé, avec cette dame qui s'occupe des enfants, alors qu'ils ont sauvé les enfants pour les enlever d'une zone de guerre. Et que, curieusement, avec tous les massacres que les Ukrainiens font, curieusement, ils ne sont pas incriminés. Pire, tout à l'heure, vous avez parlé dans la première thématique du Burkina Faso, on faisait allusion aux enfants qu'on prend pour le travail forcé. Oui. Entreprendre les enfants ou des jeunes pour faire le travail forcé et forcer les enfants à prendre la guerre, à prendre les armes pour aller à la guerre, qu'est-ce qui est plus dangereux? Vous savez qu'exactement ce que les Ukrainiens font, c'est cela. Aller dans les villages, arrêter les jeunes, parce que vous avez fait tuer toute la population qui était en armes de pouvoir combattre. Vous avez fait tuer des personnes âgées, maintenant vous allez arrêter des gamins, parmi lesquels des mineurs. C'est-à-dire vous êtes en train de former ce qu'on appelle les enfants soldats. Et je crois qu'ils sont même plus intéressants. C'est les Américains qui sont dit la semaine dernière que non, dans beaucoup de pays du monde, même en Afrique, on utilise les enfants soldats. Donc ce n'est pas mauvais d'abaisser l'âge du recrutement dans l'armée ukrainienne pour les envoyer au front. Je veux dire, en réalité, on a comme impression que nous sommes dans du deux poids, deux mesures. Donc, pour dire que dans le cas d'espèce même, la CPI est reprochable, que ce soit Khan ou pas. Mais les affaires de mœurs, qui sont des affaires personnelles, à mon avis, on ne devrait pas s'y mêler. Même comme ça peut être utilisé contre lui. Mais si c'est utilisé contre lui, on peut dire, comme on dit chez nous, en fait, c'est vous qui avez de l'eau fouet pour qu'on vous fouette avec. Merci, Dr Dalvaris Ngoudjou. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, Karim Khan, pour l'instant, est accusé d'abus sexuels et d'autres faits qui ont été constatés et déposés, n'est-ce pas, devant la justice contre lui. Ses avocats continuent de clamer son innocence. Lui déclare plutôt que la Cour pénale internationale et lui sont des sources, sont sous le coup de plusieurs attaques de toutes sortes, vu le moment délicat que vit le monde actuellement. De quel moment celui-ci parle? Des différentes enquêtes qui ont été ouvertes dans plusieurs pays contre certaines personnalités, contre certains faits et crimes. Eh bien, on a tenté d'apporter des éléments de réponse à cette question avec vous. Dr Dalvaris Ngoudjou, For You Media en tout cas continuera de fouiller de ce côté-là pour avoir plus de détails et les avancées concernant cette actualité. Quant à vous, Dr Ngoudjou, on vous dit merci d'être passé par ici dans le cadre de cette émission Regard panafricain et on espère à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À la semaine prochaine. À ceux qui nous ont écoutés, on dit également merci sur nos plateformes internet et sur nos différents médias. Quelle était la mise en onde de ce programme? Basilikine à la réalisation. Restez en compagnie de nos programmes car l'information et les émissions se poursuivent. Au revoir à tous.